Mon nouveau patron m'a appelé champion, puis il m'a licencié devant 26 personnes, lors de la réunion du 3e trimestre. Je n'ai pas protesté. J'ai juste souri, puis je suis sorti. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je lisais le manuel de l'employé depuis 18 ans. Et il venait de commettre une erreur à 3 millions de dollars. 3 semaines plus tard, notre avocat est entré dans la salle du conseil, un dossier à la main. J'ai su que j'étais foutu, à la seconde même où il m'a appelé « champion ». Nous en étions à 42 minutes de la revue de performance du 3e trimestre, quand Bryce, notre nouveau directeur régional, qui avait le charisme d'un vendeur de voitures d'occasion, et à peu près la moitié de son éthique, a mis son diaporama en pause. Il a tapoté sur son ordinateur portable, comme s'il invoquait une force maléfique, et a dit, si nous parlions de l'éléphant au milieu de la pièce. L'éléphant, apparemment, c'était moi. La salle de conférence était bondée, avec 26 personnes, y compris les ressources humaines, le directeur financier, 2 stagiaires qui croyaient encore que la pizza gratuite était un avantage social légitime, et la majeure partie du conseil d'administration. Connectés à distance depuis leur bureau d'angle. Équipés de ces luminaires design qui coûtent plus cher que mon pick-up. Bryce s'est raclé la gorge, avec toute la fausse sincérité d'un politicien en pleine réunion publique. Warren, a-t-il dit, sur un regret théâtral, comme du sirop sur du pain grillé carbonisé. Après une évaluation approfondie, nous avons décidé de supprimer votre poste. Effet immédiat, sans avertissement, sans entretien. Privé, sans dignité. Juste une balle dans la tête, enveloppée dans une transition PowerPoint, et ce sourire suffisant qu'il arborait toujours lorsqu'il se croyait particulièrement brillant. 18 ans dans cette entreprise. J'avais commencé comme jeune responsable de la conformité, tout juste sorti de l'armée, à une époque où le bureau avait encore ses ordinateurs beiges, et un café capable de décaper de la peinture. J'ai gravi les échelons à travers 3 réorganisations différentes, 2 fusions, et plus de vagues de licenciements que je ne préférais en compter. J'avais formé la moitié des personnes présentes dans cette pièce, y compris la stagiaire qui, à ce moment-là, fixait ses chaussures, comme si elle espérait s'enfoncer sous terre. 18 ans à arriver tôt, à repartir tard, à lire chaque mise à jour des règlements, et à corriger les erreurs des autres. Ma fille, Sarah, a reçu sa lettre d'admission pour Stanford il y a 2 mois. Frais de scolarité complets. Sans bourse d'études. Mon fils, Tommy, a un rendez-vous chez l'orthodontiste la semaine prochaine, qui va coûter plus cher que le loyer de la plupart des gens. Il reste encore 12 ans de remboursement pour l'hypothèque. Et ma femme, Linda, parlait enfin de faire ce voyage en Irlande, que nous planifions depuis notre lune de miel. Et ce type pense qu'il peut m'effacer d'un simple clic sur un diaporama. Voyez-vous, voici ce qu'il faut savoir sur les gens comme Bryce. Ils débarquent avec leur diplôme prestigieux, et leur vocabulaire de jargon managérial, pensant pouvoir diriger un endroit où ils n'ont, en réalité, jamais travaillé. Bryce était chez nous depuis exactement 4 mois, recruté dans un cabinet de conseil pour optimiser l'efficacité opérationnelle. En jargon d'entreprise. Cela signifie licencier des gens, pour embellir les chiffres. Il avait commencé à faire des changements dès le premier jour, le genre de modifications qui présentent bien dans les rapports trimestriels, mais qui n'ont aucun sens, si l'on comprend réellement le fonctionnement de l'activité. Il a réduit le budget de formation de 30%, puis s'est demandé pourquoi nos scores de service client s'effondraient. Il a supprimé le processus d'approbation des heures supplémentaires, puis a joué les étonnés lorsque les projets ont commencé à accumuler les retards. Mais je n'ai pas protesté durant cette réunion, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement hoché la tête une fois, puis j'ai commencé à rassembler mes affaires, pendant que Bryce passait aux prévisions de revenus, comme si de rien n'était. L'avantage d'être un ancien militaire, c'est qu'on apprend quand il faut se battre, et quand il faut attendre un terrain plus favorable. Mon badge d'accès à
Cessez de fonctionner avant même que j'atteigne le parking. 18 ans de maison, et je repartais avec un carton contenant mes affaires personnelles, et ce qu'il me restait de fierté. Ce trajet de retour chez moi a été les 23 minutes les plus longues de mon existence. Non pas parce que j'étais effondré, mais parce que je réfléchissais. Je réfléchissais très sérieusement à la présentation de Bryce, au choix du moment. Et à la façon dont il avait mis en scène toute cette affaire, comme une sorte de théâtre d'entreprise. Linda était dans la cuisine quand je suis entré, mon carton sous le bras. Elle a jeté un seul regard sur mon visage, et a posé sa tasse de café. Ils t'ont laissé partir? C'est Bryce qui l'a fait, devant toute l'équipe. Elle s'est assise à la table de la cuisine, celle que nous avions achetée alors. Que Tommy portait encore des couches. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est à ce moment-là que j'aurais dû paniquer. J'aurais dû mettre à jour mon CV, appeler des chasseurs de tête, et calculer comment étirer nos économies jusqu'à ce que je trouve autre chose. Au lieu de cela, je me suis surpris à repenser à un événement survenu un mois plus tôt. J'avais assisté à une réunion d'examen de la conformité interdépartementale, le genre de réunion qui rend l'observation de la peinture qui sèche passionnante. Le directeur des ressources humaines, paresseux comme à son habitude, avait joint le PDF complet sur la rémunération des dirigeants aux notes de réunion, au lieu de la version expurgée que la plupart d'entre nous étions censés voir. En temps normal, la plupart des gens auraient survolé cette pièce jointe, ou ne l'auraient même pas ouverte. Voilà ma particularité. Moi, je lis les documents ennuyeux. Je l'ai toujours fait. À l'armée, j'étais le gars qui lisait le manuel en entier, de la première à la dernière page, et pas seulement les sections qui concernaient ma spécialité. Cela m'a sauvé la mise plus de fois que je ne saurais le dire. Alors, j'ai téléchargé ce PDF. Je ne savais pas vraiment pourquoi sur le moment. C'était juste un réflexe, un instinct. Je l'ai classé dans mon dossier de documents divers, puis je l'ai oublié. Jusqu'à aujourd'hui. Donne-moi une heure, ai-je dit à Linda, je dois vérifier quelque chose. Je suis allé dans le garage, j'ai décapsulé une bière. Et j'ai allumé mon ordinateur portable. Le garage, c'est là que je réfléchis le mieux. J'y garde ma Mustang de 1989, celle que je restaure depuis 5 ans. Maintenant. Travailler de ses mains, réparer un objet qui est réellement cassé, cela aide l'esprit à mieux fonctionner. J'ai retrouvé le PDF exactement là où je l'avais laissé. Ajustement de la rémunération des cadres, T2 à T4. Le genre de titre conçu pour vous faire fermer les yeux d'ennui. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Puis j'ai commencé à lire. Le nom de Bryce y figurait, dans la catégorie du plan de performance des directeurs régionaux. Bonus de 3 millions de dollars. 3 millions, pour 4 mois de travail. Mais ce sont les petits caractères qui ont attiré mon attention. Il y avait un astérisque minuscule à côté du montant de son bonus, renvoyant à la section 4B de l'accord d'intéressement des cadres. La plupart des gens se seraient arrêtés là. Le jargon juridique d'entreprise agit comme un somnifère sur le commun des mortels. Pas sur moi. Cet astérisque menait à une clause précisant que l'éligibilité au bonus était conditionnée par le respect rigoureux des procédures de conformité interne, telles que définies par les politiques d'évaluation trimestrielle et les directives de licenciement des employés. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai bu une longue gorgée de bière. Cette clause n'était pas là pour faire joli. C'était une arme chargée, et j'avais le pressentiment que Bryce venait d'appuyer sur la détente contre lui-même. Je devais mettre la main sur notre manuel de l'employé en vigueur, le vrai, pas la fiche de synthèse qu'on distribue aux nouvelles recrues. Après 18 ans de service, je savais exactement où se cachaient les secrets dans nos documents réglementaires. Je les trouvais enfouis dans notre réseau partagé, sous l'onglet des archives de conformité.
presque personne ne s'aventure là-dedans, tant le contenu est rébarbatif. Ce sont des pages et des pages de procédures, rédigées par des juristes payés au mot. Mais j'avais aidé à mettre à jour certains de ces règlements à l'époque où je siégeais au comité de conformité, bien avant que Bryce n'arrive et ne décide que les comités manquaient d'efficacité. La section 4B se trouvait exactement là où je m'en souvenais, dissimulée dans la sous-section 12 des directives de licenciement. Laissez-moi vous en donner la traduction simple. Si un cadre supérieur licencie quelqu'un sans respecter la procédure établie, c'est-à-dire sans entretien privé, sans dossier sur les insuffisances professionnelles, sans validation des ressources humaines, et sans signature du service juridique, alors ce cadre perd l'intégralité de son bonus en attente pour le trimestre en cours. Cette règle avait été instaurée à la suite d'un procès, il y a 5 ans, lorsqu'un vice-président zélé avait renvoyé 3 personnes en pleine réunion de service, uniquement pour donner une leçon d'autorité. Cette affaire avait coûté 2 millions de dollars à l'entreprise en frais d'accord amiable. Le conseil d'administration avait alors décidé qu'il ne tolérerait plus que les cadres utilisent les licenciements comme des démonstrations de force. Or, Bryce avait violé chacune des exigences. Aucun entretien privé, plus qu'il m'avait licencié devant 26 personnes. Aucune insuffisance professionnelle documentée, car mes 3 dernières évaluations indiquaient toutes que j'atteignais ou dépassais les objectifs. Aucune consultation des ressources humaines. Les membres des ressources humaines avaient l'air tout aussi surpris que les autres. Et, de toute évidence, il n'y avait eu aucune validation juridique. Je pouvais consulter les journaux du serveur informatique pour le prouver. Je me suis adossé à nouveau, puis j'ai terminé ma bière. 3 millions de dollars. Envolés, simplement parce qu'ils voulaient jouer les gros bras devant le conseil. Mais il y avait un problème. Je ne pouvais pas débarquer à nouveau là-bas, en agitant ce règlement comme un drapeau de victoire. Cela l'aurait alerté. Cela lui aurait donné l'occasion d'effacer ses traces, ou de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Non, cette opération devait être chirurgicale, patiente, menée avec cette vision à long terme qui sait parler. Homme de mon profil, des profils comme Bryce. Je me suis donc mis en mode fantôme complet. Je n'ai pas mis à jour mon profil LinkedIn. Je n'ai appelé personne pour me plaindre, ni pour chercher des pistes d'emploi. Je laissais les gens imaginer que je restais prostré chez moi, à m'apitoyer sur mon sort, peut-être à envoyer quelques CV, et à boire un verre de trop. Pendant ce temps, je bâtissais un dossier qui ferait pâlir de jalousie un procureur de la République. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul sur mon ordinateur portable, que j'ai nommé « Documentation du projet ». J'ai commencé à enregistrer tout ce dont je me souvenais concernant le mois écoulé. Date de réunion, horodatage de mai, violation de règlement, la moindre interaction avec Bryce, et chaque témoin présent dans cette salle de conférence. Ensuite, j'ai fait quelque chose que la plupart des gens ignorent. J'ai accédé à mon ancienne messagerie professionnelle. En effet, notre service informatique est plus lent à réagir que le Congrès. Lorsqu'un salarié est licencié, il bloque le compte, mais il ne le supprime pas avant un délai de 30 jours. C'est un protocole de sécurité en prévision d'éventuels litiges judiciaires. Et comme je possédais encore ce vieux compte de formation doté de permissions d'accès administrateur, que j'avais créé 2 ans plus tôt pour animer les sessions d'intégration des nouvelles recrues, personne n'avait pensé à révoquer mes accès système. J'ai passé les 3 jours suivants à tout éplucher. Discussion par email, invitation à des réunions, rendez-vous d'agenda. J'ai découvert un message que Bryce avait envoyé au service juridique 2 semaines avant mon licenciement. Il leur demandait de faire un point, juste après la réunion du T3, au sujet de mon statut de conseiller. Cet email valait de l'or. Il prouvait la préméditation. Il avait orchestré cette exécution publique de bout en bout.
Il pensait sans doute que cela lui donnerait l'air d'un homme d'action, aux yeux des administrateurs connectés depuis l'heure. Somptueux bureau d'angle. La véritable preuve absolue est apparue lorsque j'ai creusé ces autres activités récentes. Il s'est avéré que je n'étais pas sa première victime. 3 semaines avant mon licenciement, il avait renvoyé Janet, de la comptabilité. Elle aussi lors d'une réunion publique. Même schéma exact. Pas de dossier, pas de consultation des ressources humaines, juste du spectacle destiné à montrer à tout le monde qui était le patron. Janet travaillait avec nous depuis 12 ans. Mère célibataire, 2 enfants, avec un prêt immobilier à rembourser qui dépendait entièrement de la conservation de cet emploi. Elle avait accepté des indemnités de départ et signé un accord de non-divulgation. Elle était probablement trop effrayée pour lutter contre un cadre supérieur disposant d'un titre ronflant et soutenu par tout un service juridique. Mais voici ce que Bryce ignorait. Janet et moi avions collaboré étroitement sur le processus d'audit trimestriel pendant 6 ans. Je savais qu'elle était excellente dans ses fonctions, et je savais qu'elle n'avait absolument rien fait qui puisse justifier un renvoi. Son licenciement était tout aussi illégitime que le mien, et cela établissait un comportement systématique. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé d'autres violations des règlements, et d'autres raccourcis procéduraux que Bryce s'était autorisés. Durant ces 4 mois parmi nous, ce type s'affranchissait des règles et prenait des libertés depuis le premier jour, pensant sans doute qu'il était trop important pour que quiconque ose lui en faire la remarque. À la fin de la semaine, je possédais un dossier dont n'importe quel inspecteur de la conformité serait fier. Chronologie précise des manquements, liste de témoins, référence au règlement, et extrait de serveur démontrant qu'il n'avait jamais consulté le juridique ou les ressources humaines avant de prendre ses décisions d'exclusion. Pourtant, je ne pouvais toujours pas me contenter de jeter cela sur le bureau de quelqu'un. Bryce s'était constitué un réseau d'influence auprès des bonnes personnes, et le conseil le considérait comme une sorte de magicien du redressement d'entreprise. Si je me présentais comme un ex-employé aigri, cherchant à régler ses comptes, il m'écarterait avant même que je puisse exposer le cœur du dossier. J'avais besoin d'une autre approche, quelque chose de subtil. C'est alors que je me suis rappelé que, techniquement, j'étais toujours enregistré dans le système. Nos procédures administratives étaient si lentes que mon licenciement ne serait traité par le service de paix qu'une semaine plus tard. Mes avantages sociaux étaient toujours actifs. Mes accès informatiques fonctionnaient encore grâce à mon vieux compte de formation, ce qui signifiait que je pouvais toujours envoyer des notes internes. J'ai commencé par quelque chose de tout à fait anodin. Examen de conformité T3. Mise à jour du protocole de licenciement. Le genre d'objet de message qui fait bâiller d'ennui avant même qu'on l'ouvre. Je l'ai envoyé à la liste de diffusion habituelle, ressources humaines, services juridiques, directeur de département, ainsi qu'à quelques membres du conseil d'administration qui s'étaient inscrits pour recevoir les notifications réglementaires. La note en elle-même était un chef-d'œuvre de camouflage bureaucratique. Je remerciais tout le monde pour l'attention portée aux questions de conformité lors des récents changements organisationnels. Je rappelais délicatement aux destinataires l'importance de suivre scrupuleusement les protocoles établis, en particulier en ce qui concerne la section 4B, et ses répercussions directes sur les structures de rémunération des cadres. J'y avais joint les règlements applicables, y compris un résumé utile de situations de conseil récentes, qui méritaient, selon moi, un examen complémentaire. Je l'ai signé du titre de Warren Douglas, chargé de transition et conformité. C'était suffisamment vague pour que les gens pensent qu'il s'agissait d'une tâche de passation de consignes. Personne ne s'est posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? Cela ressemblait à de la paperasse administrative ordinaire, rédigée par un employé désireux de se rendre utile avant son départ.
Mais j'avais veillé à semer juste assez d'indices, pour inciter les bonnes personnes à se poser les bonnes questions. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai envoyé 3 autres notes de mise à jour sur la conformité. Chacune était plus précise que la précédente. Chacune était rédigée de manière à pousser les destinataires à s'interroger, sans pour autant révéler l'origine de ces doutes. La deuxième note se concentrait sur les transitions organisationnelles récentes, et comprenait un organigramme clair, illustrant les procédures de licenciement en vigueur. J'y avais joint quelques études de cas portant sur des infractions au règlement, ainsi que leurs impacts financiers sur les bonus des dirigeants. Rien de spectaculaire, juste de la documentation administrative aride, qui mettait en évidence, précisément, les fautes commises par Bryce. La troisième note était ma préférée, intitulée « Liste de contrôle pour la vérification de l'éligibilité au bonus de performance des cadres du 3e trimestre ». Je l'ai adressée directement au bureau du directeur financier, avec une mention indiquant que je finalisais les derniers points de conformité en suspens avant mon départ effectif. Cette liste de contrôle était un modèle de précision. 27 critères différents devaient être validés par les dirigeants pour pouvoir prétendre à leur bonus. Bryce échouait sur au moins 8 d'entre eux. Mais j'ai veillé à ne mettre en lumière que les plus flagrants. Des points tels que, tous les licenciements doivent être menés conformément au protocole de la section 4B, et, une révision juridique doit être effectuée pour tout licenciement involontaire. Pendant ce temps, Bryce continuait de se pavaner dans les bureaux, comme s'il avait inventé le concept de leadership. Il publiait des messages sur Slack sur la nécessité d'embrasser le changement, et d'élever les exigences de performance. Il s'était même mis à s'autoproclamer architecte de la culture d'entreprise, lors des réunions. Il s'était même fait imprimer des cartes de visite avec son nouveau titre. Directeur régional, optimisation stratégique. Ce type était tellement occupé à s'extasier devant son propre génie, qu'il n'a jamais vu le piège se refermer sur lui. Pourtant, j'avais besoin de plus que de simples notes de service. Il me fallait un allié à l'intérieur, quelqu'un capable de garantir que mes documents parviendraient aux bonnes personnes, au moment opportun. C'est là que Trevor est intervenu. Trevor Hoffman et moi avions l'habitude de boire des bières à la taverne Murphy. Toutes les 2 semaines environ, depuis 3 ans. C'était un chic type, un avocat brillant spécialisé dans les litiges du travail. Nous nous étions rencontrés à une fête de Noël de l'entreprise, à l'époque où ces événements existaient encore. Nous nous étions liés d'amitié grâce à notre frustration commune face à la bureaucratie d'entreprise, et à notre passion pour les Mustangs de collection. Je l'ai appelé un dimanche soir, pour lui demander s'il avait le temps de prendre une bière et de me donner un avis juridique. Warren, dis-moi que c'est. Soit pour poursuivre quelqu'un en justice, soit pour enfin me vendre cette Mustang que tu passes ton temps à restaurer. Option numéro 1, et j'ai des preuves solides. Nous nous sommes retrouvés chez Murphy le lendemain soir. J'avais apporté une clé USB, ainsi qu'un dossier rempli de mes imprimés. Trevor a commandé sa Guinness habituelle, sans rien à manger, et m'a écouté. Pendant que je lui racontais toute l'histoire. Lorsque je lui ai montré le contrat de bonus de Bryce, avec la clause de la section 4B surlignée, il m'a interrompu en plein milieu de ma phrase, et a sorti un bloc-notes jaune. 7. Clause n'est pas décorative, Warren. C'est du jargon contractuel très contraignant, qui a force de loi. Si ce que tu me dis est exact, et tout porte à croire que ça l'est, il s'est mis en faute tout seul. Trevor a feuilleté les preuves pendant une vingtaine de minutes. Horodatage. 2 mai, règlement de l'entreprise, liste de témoins, et relevé de serveurs. Prouvant l'absence totale de consultation juridique avant chacun de ces licenciements. Le fait qu'il ait essayé de couvrir ses arrières après coup, a ajouté Trevor en désignant l'une des notes falsifiées par Bryce, ce n'est pas seulement de la négligence. C'est potentiellement frauduleux, selon l'identité de la personne qui l'a examiné, et le moment où cela s'est fait.
J'ai senti une tension s'apaiser dans ma poitrine. Ce n'était pas tout à fait du soulagement, mais plutôt cette satisfaction tranquille de savoir que son propre plan va fonctionner. Tu penses qu'on en a assez, ai-je demandé. Trevor a haussé les sourcils. Warren, ce n'est pas seulement suffisant. C'est d'une précision chirurgicale. Tu ne l'as pas seulement pris en flagrant délit d'infraction. Tu as accumulé une montagne de preuves écrites qui mènent tout droit à sa clause d'annulation. De bonus, principalement validés par ses propres signatures et horodatage. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger ce que Trevor appelait une note d'information juridique. Il ne s'agissait ni d'une menace de procès, ni d'une plainte officielle, mais d'un avertissement courtois et professionnel, signalant d'éventuels écarts de conformité et leurs répercussions sur la rémunération des dirigeants. La lettre en elle-même était un modèle de diplomatie juridique. Elle stipulait que, dans le cadre des évaluations internes de conformité en cours, il convenait de noter que, selon la section 4b de l'accord d'intéressement des cadres, toute action entreprise en dehors des protocoles de licenciement pouvait impacter l'éligibilité aux primes de rendement. Cela incluait les ruptures de contrat immédiates, effectuées en dehors des processus validés par les RH, et sans examen documenté. Trevor l'insérait dans le rapport trimestriel de gouvernance juridique, dont la distribution aux membres du conseil d'administration était prévue 24 heures avant leur réunion mensuelle. Une procédure standard, que personne ne songerait à contester. La beauté de cette méthode, m'a expliqué Trevor, c'est que tu n'accuses directement personne. Tu te contentes de fournir des faits. Laisse-les tirer leurs propres conclusions. Pendant que nous mettions au point notre stratégie, Bryce s'activait à creuser sa propre tombe encore plus profondément. Selon les bruits de couloir, il se vantait auprès de qui voulait l'entendre de ses initiatives de restructuration fondées sur la performance. Il avait affirmé au conseil qu'il avait supprimé les postes redondants et optimisé l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Il s'était même mis à apporter des beignets aux réunions matinales, comme s'il était un dirigeant bienveillant, soucieux du moral des troupes. Le même homme qui avait congédié 2 employés en public tentait maintenant de jouer les héros de bureau. Mais le meilleur moment est survenu lorsqu'il a essayé d'effacer ses traces. 3 semaines après mon licenciement, il a chargé des documents modifiés dans le système informatique des ressources humaines. Ces nouveaux fichiers visaient à antidater des évaluations de performance, afin de créer des preuves écrites qui n'avaient jamais existé auparavant. Le problème, c'est que la moindre action dans notre système fait l'objet d'un horodatage automatique. Je pouvais voir précisément quand chaque document avait été créé, qui l'avait modifié, et quels changements y avaient été apportés. Son document intitulé « Problème de performance de Warren Douglas » était daté de 2 jours après m'avoir licencié. La note explicative de mon licenciement contenait des métadonnées qui indiquaient une création la semaine suivant notre réunion du 3e trimestre. C'était comme observer un cambrioleur tenter de falsifier son alibi, alors même que les caméras de sécurité continuaient de l'enregistrer. J'ai téléchargé des copies de tous ces éléments, les fichiers originaux ainsi que les tentatives de dissimulation d'amateurs de Bryce, puis je les ai ajoutés à mon dossier de preuves. La réunion trimestrielle du conseil d'administration était programmée pour le jeudi suivant. C'était là que Bryce ferait sa demande officielle d'approbation de bonus, planifiant probablement déjà la manière dont il dépenserait ses 3 millions de dollars. Et c'était à ce moment précis que Trevor et moi allions lui opposer ses propres règlements, parfaitement documentés, et juridiquement inattaquables. J'ai passé le week-end précédant la réunion dans mon garage, à travailler sur la transmission de la Mustang. Il y a quelque chose de thérapeutique à démonter un moteur, puis à le remonter correctement, pièce par pièce. Chaque boulon a sa place précise. Chaque élément remplit une fonction. Et lorsque l'on suit scrupuleusement le manuel d'instruction, tout fonctionne exactement comme prévu.
Un peu comme les règlements d'entreprise, quand on prend la peine de les lire attentivement. Le jeudi matin s'est levé avec un ciel si pur que tout semblait possible. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé du café, puis je me suis assis dans mon garage pour contempler la Mustang. Chaque élément était enfin à sa place. Le moteur ronronnait doucement, la transmission était fluide, et le système électrique fonctionnait parfaitement. 18 mois d'un travail patient, mené en suivant scrupuleusement le guide, et elle tournait désormais mieux qu'au premier jour. Un peu comme ceux qui s'apprêtaient à se produire dans cette salle du conseil. Trevor a déposé la note d'information juridique exactement comme convenu. Elle figurait à la page 7 du rapport trimestriel de gouvernance, distribué à tous les administrateurs dès la veille au soir. Une procédure standard, qui n'éveillerait aucun soupçon, s'apparentant à de la simple gestion courante que la plupart des cadres survoleraient sans s'y arrêter. Mais pas le directeur financier, et pas le président du conseil. Ces personnes avaient déjà été échaudées par le passé, par des cadres qui considéraient les règles comme de simples suggestions. Je me suis douché, j'ai enfilé mon plus beau costume, le bleu marine que Linda m'avait acheté pour la remise des diplômes de Sarah, et j'ai roulé vers le bureau pour ce que je savais être ma toute dernière journée en tant que salarié. Bryce est entré dans la salle du conseil comme s'il allait recevoir un prix prestigieux. Coiffure impeccable, sourire conquérant, il apportait du café pour tout le monde, acheté dans cette enseigne hors de prix du centre-ville. C'était le genre de générosité calculée qu'il croyait indispensable pour passer pour un dirigeant attentionné. La salle de réunion offrait exactement le même décor que 3 semaines plus tôt, lorsqu'il m'avait remercié. Même mur gris, même peintures abstraites qui avaient coûté une fortune sans rien signifier, et cette même table vernie qui reflétait les néons du plafond. Comme un miroir. Pourtant, l'atmosphère était différente, plus silencieuse, plus concentrée. Je me suis installé à 3 sièges de l'extrémité de la table. J'ai allumé ma tablette, et j'ai gardé un visage totalement impassible. Autour d'eux. Moi, les membres du conseil s'installaient avec leur café, feuilletant leur exemplaire du rapport de gouvernance. La plupart affichaient cette mine fatiguée des réunions matinales, le regard un peu vague, se préparant psychologiquement à endurer une nouvelle série de présentations PowerPoint et de prévisions budgétaires. Bryce a commencé par ça. Plaisanterie habituelle, ne vous inquiétez pas, j'ai apporté du café 7 fois, pas des lettres de licenciement. Quelques rires polis ont résonné. Provenant sans doute de personnes qui n'avaient pas encore lu la page 7. Puis la présentation a débuté. Indicateur de performance du 3e trimestre, réduction des coûts opérationnels, gain d'efficacité. C'était le même défilé de termes pompeux qu'il utilisait depuis des semaines. Réalignement stratégique, optimisation des talents, transformation culturelle. Tout cela s'appuyait sur des diagrammes et des graphiques qui semblaient impressionnants, à condition de ne pas analyser les chiffres de trop près. Je tiens à remercier le conseil de m'avoir fait confiance pour mener à bien ces changements nécessaires, a-t-il déclaré, en affichant une diapositive intitulée « Évaluation de l'impact du leadership ». Je sais que certaines transitions ont été délicates, mais je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Il a passé 10 minutes à énumérer ses réussites, masse salariale réduite de 15%, processus de décision simplifié, suppression de postes redondants. Tout cela était exact, si l'on oubliait qu'il avait renvoyé des personnes de valeur sans respecter les procédures requises, et qu'il tentait désormais de s'attribuer le mérite de ces économies. Ce qui m'amène à la question de la rémunération, a poursuivi Bryce, son sourire s'élargissant encore un peu. Je pense que ces indicateurs valident pleinement la structure de bonus convenue à mon arrivée. C'est à ce moment précis que j'ai remarqué le directeur financier, en train de vérifier son exemplaire du rapport de gouvernance. Page 1, page 2. Il tournait rapidement les pages, manifestement à la recherche de quelque chose de
Précis. Son stylo s'est arrêté net lorsqu'il a atteint la page 7. Bryce continuait de parler. Il évoquait des initiatives pour le 4e trimestre. Et le déploiement de ces méthodes éprouvées dans d'autres régions, lorsque la porte s'est ouverte. Marian, l'assistante administrative du président du Conseil, est entrée avec une pochette cartonnée. Elle s'est dirigée rapidement vers le président directeur général, lui a chuchoté quelques mots à l'oreille, puis lui a remis le dossier avant de se reculer contre le mur. L'atmosphère dans la pièce a immédiatement changé. On pouvait le ressentir physiquement, comme la chute de pression atmosphérique. Avant l'orage. Le PDG a ouvert le dossier, puis s'est mis à lire. Son visage est resté de marbre, mais son stylo a cessé d'écrire. Page 1, page 2, puis 2. Plus en plus lentement, à mesure qu'il déchiffrait les termes juridiques. Lorsqu'il est parvenu aux pièces jointes, j'ai vu sa mâchoire se crisper très légèrement. Bryce était au beau milieu d'une phrase sur l'optimisation des synergies interfonctionnelles, lorsque le PDG a levé la main pour l'interrompre. Faisons une pause un instant. L'air est devenu lourd. Ce genre d'interruption ne se produit jamais dans un conseil d'administration, à moins que quelqu'un ne soit sur le point d'être licencié ou mis en examen. Le PDG s'est tourné vers notre directrice juridique, Patricia, une femme d'une grande rigueur qui travaillait dans l'entreprise depuis plus longtemps que quiconque, à mon exception. Cette note d'information, faisait-elle partie de l'examen de gouvernance standard? Patricia a ajusté ses lunettes, puis a hoché la tête. Oui, elle a été soumise avec le rapport du 3e trimestre. La page 7 fait référence à des problèmes de conformité avec la section 4B, relevée lors d'une révision de routine. Bryce a scié. Quel problème de conformité? Le PDG n'a pas souri. Il a posé le dossier sur la table comme s'il pesait une tonne, puis a fixé Bryce du regard pour la première fois de la matinée. Des problèmes liés à l'éligibilité à la rémunération des cadres supérieurs, et au respect des protocoles de licenciement. J'ai observé le visage de Bryce alors qu'il assimilait cette phrase. La confusion d'abord, puis la compréhension, et enfin une expression qui ressemblait fort à de la panique, tentant de se faire passer pour de l'assurance. Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion, a dit Bryce, la voix légèrement plus aiguë qu'à l'accoutumée. Toutes les décisions relatives au personnel ont été gérées dans les règles. Le PDG s'est alors tourné vers moi. Warren, vous êtes toujours présent parmi nous pour assurer la transition. Pouvez-vous nous éclairer sur les circonstances exactes de votre départ? Tous les regards se sont instantanément braqués sur moi. J'ai levé les yeux. Lentement, en veillant à garder un ton neutre et purement factuel. J'ai été licencié en pleine réunion de performance du T3, devant 26 collaborateurs, sans aucun préavis, sans motif d'insuffisance documentée, sans consultation préalable des ressources humaines, ni validation du service juridique. L'intégralité de la séance a été enregistrée, conformément au règlement de l'entreprise. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, persistants. Sans aucun éclat de voix, sans émotion superflue, simplement des faits indiscutables. Bryce a tenté de désamorcer la situation par un rire forcé. C'est une interprétation bien personnelle. Il y a évidemment un contexte beaucoup plus large à prendre en compte. Patricia, notre directrice juridique, parcourait déjà son exemplaire du document. Est-ce que le service juridique a validé cette procédure de licenciement? Bryce a regardé autour de lui, l'air égaré. J'ai considéré que les protocoles habituels avaient été respectés. J'avais délégué le contrôle de conformité aux ressources humaines. Quel interlocuteur au sein des ressources humaines s'est chargé de cette vérification? A demandé le directeur financier. Un grand silence s'est installé. Le genre de silence qui coûte très exactement 3 millions de dollars. Nous allons devoir
Examinez cette affaire de plus près, a conclu le PDG. En attendant, je propose de suspendre la discussion sur les bonus. C'est à ce moment précis que Bryce a compris que sa situation était désespérée. Attendez, a-t-il dit en se penchant en avant, cela ressemble à un simple malentendu. Le départ de Warren a été traité de manière appropriée, dans le cadre de notre pouvoir discrétionnaire de direction. Le PDG a étendu la main vers le bouton de l'interphone. Trevor Hoffman, s'il vous plaît, veuillez nous rejoindre. La partie était terminée. Trevor est entré 1 minute et demie plus tard. Il portait son éternel dossier cartonné sous le bras, un costume noir, une cravate rouge, et n'affichait aucune expression sur le visage. Il s'est assis sur la chaise vide à côté de moi, sans un mot, puis a fait glisser son dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient les copies de toutes les pièces, le contrat de bonus de Bryce avec la section 4B surlignée en orange, des captures d'écran de la réunion du 3e trimestre accompagnées de leurs horodatages. Les relevés de connexion prouvant l'absence de toute consultation juridique, les preuves écrites de ces tentatives de falsification, et une synthèse juridique aussi simple qu'accablante. Au vu des preuves matérielles présentées, les décisions prises par la direction constituent une violation manifeste des protocoles de la section 4B. L'éligibilité au bonus est par conséquent annulée, conformément aux dispositions contractuelles. Le PDG a lu la note de Trevor à 2 reprises. Lorsqu'il a enfin levé la tête, son regard en disait long, vous aviez tout planifié. Vous avez attendu le moment propice, et nous y voilà. Je ne lui ai rien montré. Aucun sourire narquois, aucun triomphalisme, juste un calme professionnel absolu. Bryce a rompu le silence, avec une pointe de panique dans la voix. Cela ressemble à une mesure de représailles. Il a orchestré toute cette situation de bout en bout. Je l'ai regardé, pour la toute première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Moi, j'ai respecté le règlement de l'entreprise, ai-je dit doucement. Pas vous. Le PDG a refermé les 2 dossiers, puis a prononcé la sentence qui a mis un point final à la carrière de Bryce en raison des infractions constatées à la section 4B, votre éligibilité au bonus du 3e trimestre est annulée, avec effet immédiat. 3 millions de dollars envolés. Bryce a tenté d'articuler un mot, sans y parvenir, puis a réessayé. Seul un souffle d'air est sorti de sa bouche. Autour de la table, les administrateurs commençaient déjà à rassembler leur dossier. Quelqu'un a évoqué la planification de la transition. Une autre personne a mentionné les protocoles RH applicables au départ des cadres dirigeants. Je suis sorti de cet immeuble pour la toute dernière fois, puis j'ai roulé directement jusqu'à la taverne Murphy. J'ai commandé une bière, je me suis installé près de la fenêtre, et j'ai regardé le monde des affaires continuer de tourner sans moi. Mon téléphone a vibré, c'était un SMS de Linda, Sarah a appelé. Elle est tellement fière de toi. Puis un autre message de Trevor, justice est faite. C'est ma tournée là. Prochaine fois. J'ai souri, j'ai fini ma bière, et j'ai pensé à cette Mustang qui m'attendait bien sagement dans le garage. Chaque pièce était désormais à sa juste place, et elle tournait exactement comme elle avait été conçue pour le faire. Parfois, la machine fonctionne à la perfection, pour peu que l'on sache déchiffrer le mode d'emploi.